Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI1, bienvenue dans ce journal. La CNEC, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs du supérieur de Côte d'Ivoire, a décidé hier vendredi de reprendre les cours lundi 4 mars après la libération de 2 leaders du syndicat. La suspension du mot d'ordre de l'organisation syndicale est pour une période de 2 semaines. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Une mission du FMI sera bientôt en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays à fin décembre 2018. Il va s'agir aussi d'examiner le cadre macroéconomique et les perspectives à moyen terme du pays. La Direction générale de l'économie est en ce moment à Grand-Bassam pour préparer ce moment. Dans ce journal, nous irons au Bénin à la découverte du centre Songhai, un centre de production incubateur pour l'agrobusiness et l'entrepreneuriat des jeunes, devenu un véritable label dans la sous-région. De la production végétale, animale à l'agro-industrie, Songhai se démarque en adoptant un système zéro déchet. Hier vendredi, au sortir d'une rencontre avec les autorités du secteur éducatif, la CNEC, la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, a annoncé la suspension de la grève et la reprise des cours lundi prochain 4 mars dans les universités ivoiriennes. Le mot d'ordre de l'organisation syndicale est donc suspendu pour une période de 2 semaines, donnant ainsi une chance aux négociations d'aboutir. La Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire, CNEC, après plusieurs semaines d'interruption de cours dans nos universités, appelle à la reprise des cours, surtout dit le porte-parole, après l'implication dans les discussions du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À partir de l'instant où la prise en compte de nos aspirations légitimes, que nous avons appelées de tous nos voeux depuis le début de cette crise, est effective, il serait incohérent de notre part de disposer sur nous, syndicalistes, notre âme ultime, c'est-à-dire la grève. C'est pourquoi nous appelons solennellement, ici et maintenant, à la suspension du mot d'ordre de grève pour une période de 2 semaines dans toutes les universités, instituts et grandes écoles publiques de l'enseignement supérieur, comme l'a demandé l'Assemblée générale extraordinaire tenue ce jour même à partir de 14 h sur toute l'étendue du territoire national jusqu'à nouvel ordre, et que l'école reprenne dès le lundi 4 mars 2019 à 7 h. La CNEC dit présenter ses excuses à la nation et salue la libération de leurs camarades incarcérés. Nous saluons la libération du camarade Johnson Kwasi Zamina et du collègue Dad Joël Maxime, qui viennent d'être libérés sous peu. 2 semaines pour donner une chance au dialogue, mais la CNEC plaide aussi pour l'annulation des sanctions administratives à l'encontre des 12 camarades de l'université Félix Houphouët-Boigny, la reconsidération des dossiers de candidature du CAMES session 2019 des syndicalistes membres de la CNEC, le rétablissement du salaire du docteur Dad Joël Maxime, suspendu depuis plus d'une année à l'université Félix Houphouët-Boigny. La CNEC suspend donc la grève pour une période de 2 semaines. Quant à la plateforme du préscolaire et du primaire, elle a déclaré s'en remettre à la décision de l'Assemblée générale qui se tient ce samedi dans l'après-midi. Seule l'Assemblée générale décidera de la conduite à tenir. Les ministres nous ont demandé de suspendre notre mot d'ordre de grève. Nous avons pris acte et nous avons décidé d'organiser samedi à 14 h une assemblée générale avec l'ensemble de nos militants pour ensemble apprécier ce qui vient d'être fait. Je lance donc un appel à tous nos régionaux, à tous les militants de venir à cette assemblée générale pour que nous puissions échanger et prendre toutes les décisions qui s'imposent. Le 4 mars 2019, date de reprise des cours sur toute l'étendue du territoire. C'est en tout cas le souhait des parents d'élèves. À Boaké, par exemple, dans le Gbeke, ils ont lancé un appel vibrant aux enseignants, les invitant à reprendre le chemin de l'école. Reportage RTI Boaké, Boubacar Silla et Kader Sogodogo.
Face à la situation de crise qui perdure dans les écoles, le COGES, le comité des parents d'élèves, angoissé par la grève des enseignants, réagit et appelle les syndicats d'enseignants grévistes à privilégier le dialogue pour une meilleure sortie de crise et à reprendre les cours le lundi 4 mars 2019. Le lundi matin, nous souhaiterons que tous les parents d'élèves accompagnent les enfants à l'école. Et nous demandons aux élèves aussi d'être à l'école. Maintenant, les chefs d'établissement et les directeurs des écoles vont se charger de les encadrer en entendant. Nous avons mal au cœur de voir nos enfants traîner à la maison. Surtout ceux qui sont en classe d'examen, nous avons peur pour eux. Vraiment, nous leur demandons pardon. Nous venons de faire une réunion avec les autorités et ils nous rassurent que ce lundi, les cours vont se poursuivre normalement. Donc pour cela, j'invite tous mes camarades à revenir à l'école ce lundi. Dénonçant des excès dans l'application du droit de grève, les autorités locales appellent les syndicats du secteur de l'éducation à saisir la main tendue du gouvernement en vue de permettre à l'école ivoirienne de poursuivre les actions en faveur de l'amélioration des résultats observés ces dernières années. On est d'accord que les gens grèvent, on est d'accord, c'est un droit. Les COGES ont la gestion de l'école. La quiétude dans l'école, c'est votre rôle. Dites à vos enfants, leur rôle, c'est d'aller à l'école. Le lundi, il faut que vous soyez devant les écoles. Le regard est donc tourné vers les enseignants grévistes. Et justement, pendant cette grève, il y a une semaine, la SOTRA, la Société des transports abidjanais, a fait les frais de la colère des manifestants. 23 autobus caillassés, détruits par des groupes d'individus. Un acte répréhensible qui désole le directeur général Meïté Bouaké. Jean-Luc Bangbo l'a rencontré pour vous. C'est dans la commune d'Adjamé, précisément sur le boulevard Nangui à Broguya, que les bus de la SOTRA ont été vandalisés par les manifestants le mardi 26 février dernier. J'ai fait la ligne 37, arrivé à Djamé, puis à Mosquée. J'ai vu les enfants, ils sont venus vers moi, ils ont cassé le bus et puis ils ont pris la recette, plus mes 2 portables. Les élèves sont venus s'en prendre à mon bus, cassant mon pare-brise. Ils ont même enlevé mon essuie-glace, cassé un bec du côté droit. Interpellés par les forces de l'ordre, certains prévenus sont actuellement entendus par la préfecture de police. Le directeur général de la SOTRA, Meïté Bouaké, déplore ces actes de vandalisme et appelle au bon sens des uns et des autres pour la protection des autobus de la SOTRA qui assurent le transport de la grande partie des Abidjanais. C'est de demander à la population abidjanaise, dans son intégralité, d'être des protecteurs de la SOTRA, des autobus de la SOTRA sur le réseau. Et demander aussi aux élèves et étudiants avec lesquels nous avons des contacts permanents à travers leur organisation syndicale pour leur expliquer le bien fondé pour eux et pour nous pour la protection de nos autobus parce que c'est les premières victimes. Rappelons pour terminer que les dégâts subis par la SOTRA sont estimés à plusieurs millions de francs CFA. Dans quelques mois, le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier de Côte d'Ivoire devient la chambre consulaire de tous les métiers du transport. Déclaration faite récemment par le ministre des Transports lors d'une cérémonie de remise d'engins à la structure. Selon Amadou Koné, cette mutation permettra de mieux coordonner les activités liées au secteur des transports en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Cheikh Koné Aboubakar. Bonne nouvelle pour les acteurs des transports. Un projet de chambre consulaire en cours d'élaboration viendra remplacer le Haut Conseil du patronat des entreprises du transport routier. Cette chambre va être dotée de collèges électoraux et dédiée à toutes les activités des transports en Côte d'Ivoire. Transport routier de marchandises et de passagers, transport ferroviaire, aérien, maritime et lagunaire. Le cabinet en ce moment est en train de travailler pour faire en sorte que le Haut Conseil devienne une chambre consulaire, de sorte que nous puissions envoyer une organisation de transporteurs puissante. Une annonce bien accueillie par l'ensemble des transporteurs. Désormais, toutes les démarches dans le secteur du transport seront des démarches inclusives qui vont prendre en compte l'ensemble des acteurs pour le bonheur de tous,
nous verrons avec la mise en place de cette chambre consulaire la volonté du gouvernement de professionnaliser notre secteur avec des mesures d'accompagnement. Se félicitant par ailleurs du don de 2 véhicules de type 4x4 d'une valeur de 30 millions de francs CFA offerts par des compagnies privées de transport, Ibrahim Diaby a réaffirmé face au ministre Amadou Koné la volonté des acteurs du secteur de changer de mentalité. Rien ne vaut l'organisation, rien ne vaut l'esprit de l'avance pour que véritablement nous puissions, avec ce que le gouvernement et le président sont en train d'impliquer aujourd'hui au pays, être au diapason des informations qui sont données et être au diapason des plans d'action qui sont menés. Le ministre des Transports a pour sa part appelé d'autres acteurs du secteur à emboîter le pas à ces compagnies privées. Le domaine des transports joue un rôle important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Sa contribution à la richesse nationale oscille entre 7 et 12%. On va parler économie à présent. Une mission du FMI sera bientôt en Côte d'Ivoire pour évaluer l'exécution du programme économique et financier du pays à fin décembre 2018. Il va s'agir aussi d'examiner le cadre macroéconomique et les perspectives à moyen terme du pays. La Direction générale de l'économie est réunie en ce moment à Grand-Bassam pour préparer ce moment. Francis Boifo les y a retrouvés hier, son reportage. Les agrégats sont des indicateurs économiques qui désignent des synthèses de l'activité économique nationale. Ce sont des éléments qui permettent d'effectuer des comparaisons dans le temps ou entre les pays. C'est par exemple le commerce, la balance des paiements, le déficit public, le produit intérieur brut du PIB, la croissance, l'inflation, l'endettement. Quelques indicateurs de la Côte d'Ivoire. Notre endettement est sous contrôle et bien géré. Nous avons un taux qui est en dessous de 50%, pour ne pas dire 45%, et donc qui est nettement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA, qui est de 70%. L'inflation, nous sommes à un niveau de moins de 1%, pour ne pas dire cette année c'est 0,4-0,5%, donc nettement en dessous de la norme communautaire de l'UEMOA, qui est de 3%. L'économie ivoirienne se porte bien. Quand nous allons au roadshow pour présenter la situation de la Côte d'Ivoire, c'est des résultats qui dépassent les objectifs. Et donc, quand on ne fait pas confiance à l'économie, on n'injecte pas des ressources. Et l'attrait des investisseurs étrangers est un élément déterminant qui permet de dire que les gens ont confiance en cette économie parce qu'il y a une perspective qui est tracée et on sait où on va. La Côte d'Ivoire est classée dans le top 10 des pays les plus réformateurs au monde, avec un taux de croissance moyen autour de 9% entre 2012 et 2016. Mais certains Ivoiriens disent ne pas sentir l'impact de cette croissance dans les ménages ni dans les poches. La croissance, elle n'est pas que monétaire. Mais si vous voulez, on peut revenir pour dire que quand même, il y a eu des évolutions importantes. Il y a eu le relèvement du SMIC. Il y a eu le déblocage indiciaire des salaires des fonctionnaires. Il y a eu la revalorisation des prix aux paysans. Mais il y a encore beaucoup de demandes sociales qu'il faut satisfaire. Vous savez, il y a des canaux de transmission de la croissance. Ça se mesure aussi l'inclusivité par les biens collectifs. Les biens collectifs, ce sont les routes, ce sont les hôpitaux, ce sont les centres de santé, ce sont les adductions d'eau, c'est l'accès à l'électricité. Et quand vous prenez, vous verrez qu'en termes de dépenses pro-pauvres, nous sommes passés en 2012 d'à peu près 1000 milliards à presque plus de 2000 milliards en 2018. Le gouvernement poursuit la mise en œuvre des programmes de développement économique avec l'appui de ses partenaires. En mars prochain, une mission du Fonds monétaire international, FMI, sera à Abidjan pour évaluer l'exécution du programme économique et financier à fin décembre 2018. Cette rencontre de Grand-Bassam se tient en prélude à cette mission du FMI dont le but est d'examiner les indicateurs du cadre macroéconomique et de dégager les perspectives à moyen terme. Autre lieu, autre réunion. Celle-là concerne l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics qui se sont rencontrés dans le cadre du fonctionnement de la commande publique. La rencontre a débouché sur une méthode commune de travail qui devrait augmenter les retombées des investissements à l'endroit des populations. Reportage Alvorassa dans un récit de Jean-Luc Bangbo.
Comment travailler ensemble pour la bonne marche de la commande publique? C'est l'objectif de cette rencontre entre l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ARMP, et la Direction des marchés publics, DMP. Les deux piliers des marchés publics en Côte d'Ivoire ont donc décidé de travailler ensemble, d'une part, pour une passation des marchés et d'autre part, pour une régulation transparente en cas de conflit. Tout cela pour que la population puisse profiter des investissements de l'État de Côte d'Ivoire. Une stratégie commune va donc être établie par les deux entités pour la réussite de leurs différentes missions qui sont liées. Les échanges ont porté sur les approches que nous pourrions avoir ensemble pour que dans la chaîne de passation des marchés publics, que nos relations de travail permettent de renforcer les performances globales du système. Nous sommes à deux échelons importants, mais qui communiquent nécessairement du point de vue opérationnel. Un comité est par ailleurs mis en place. Il permettra aux deux structures de s'accorder sur le fonctionnement de la gestion de la commande publique. Nous avons également décidé de mettre en place un comité technique qui doit travailler sur toutes les questions transversales afin que la commande publique puisse obéir à la transparence. Toutes ces actions pour le bon fonctionnement de la commande publique, il faut le rappeler, sont coordonnées par le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a entamé depuis quelques semaines une visite des unités. L'objectif, c'était de mobiliser ces hommes et se rendre compte des réalités sur le terrain. Partout où il est passé, à Bouaké, à Kanawolo, à Niakara, à Katiola, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré a invité ces hommes à plus de vigilance dans la lutte contre les coupeurs de route. On en sait plus avec Abou Sanogo. Rester au contact de la troupe afin de se rendre compte des réalités du terrain et la remobiliser. C'est le sens de la visite entreprise par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Alexandre Apalo-Touré, dans les unités sous sa tutelle. Le tout nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale a rendu visite aux éléments de la 3e et de la 4e légion de gendarmerie pour s'enquérir de leurs conditions de travail. À Bouaké, et aux différents postes de gendarmerie de Kanawolo, Niakara-Madougou et Katiola visités en venant de Korogo, le général de brigade Alexandre Apalo-Touré a exhorté ses hommes à privilégier les renseignements et à mettre l'accent sur la police de proximité pour anticiper sur l'action des bandits. Il a abordé, entre autres, les questions de l'orpaillage clandestin et du racket. Il leur a conseillé de se détourner du racket en prônant la tolérance zéro. Sur le terrain, Alexandre Apalo-Touré a échangé avec les éléments engagés dans l'opération Renard, consistant à la lutte contre le coupeur de route sur l'axe Korogo-Bouaké. À ces derniers, il leur a demandé de redoubler d'efforts et de vigilance pour mettre le danger dans le camp de coupeurs de route. Ainsi, après Noé, à Benguru, Niablé, Ara, Bongwanou, Dembokro, Tumodi et Yamoussoukro, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale va poursuivre sa tournée dans d'autres régions du pays. Nous sommes le 2 mars. C'est comme le premier samedi de chaque mois. Cette journée marque une autre édition de l'opération Grand Ménage. L'initiative est du gouvernement et elle vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Pour cette 25e édition, les habitants des 166 logements de Cocody et ceux de Marcory-Hibiscus se sont mis à la tâche. Ils ont mené des actions de salubrité. Merci à vous, Grace Kando, pour ces images. À présent, je vais vous faire découvrir un véritable modèle intégré. C'est au Bénin et il existe depuis 34 ans. Fort de toutes ces années d'existence et d'expérience, Sangaï est devenu un label dans la sous-région. C'est un centre de production, incubateur pour l'agrobusiness et l'entrepreneuriat des jeunes. La sécurité alimentaire et la croissance économique en milieu rural sont les défis auxquels le centre s'attaque. Le centre Sangaï, où tout gagné grâce au zéro déchet, c'est le sujet Vie d'ici de ce samedi. Il est signé Salima Toudia. Au niveau du bac de chargement, nous mélangeons les fientes des porcs, les fientes des volailles. Une fois tous ces éléments sont mélangés, on enfonce à l'intérieur de ce trou qui est relié avec le digesteur. À l'absence de l'oxygène, ces éléments se décomposent et se ferment pour produire le gaz. Du biogaz. Voilà.
une forme d'énergie renouvelable utilisée dans la cuisson, dans les générateurs pour produire le courant électrique domestique et dans les groupes électrogènes, sans risque de polluer l'environnement et de détruire les écosystèmes. Nous développons aussi le solaire. Le solaire pour l'irrigation, pour le pompage, pour l'éclairage et beaucoup d'autres choses. Nous développons aussi la gazification. La gazification qui n'est rien d'autre que la production du gaz à partir des déchets solides de la production agricole, tels que les branchages d'arbres, les résidus tels que les rafles de maïs. Tout ce qui est déchets constitué de sous-produits dans un secteur et dans l'autre secteur devient de la matière première. Ici, à la ferme Songhai de Porto Novo au Bénin, c'est le système zéro déchet qui est adopté. Tout part de la production primaire. Après les récoltes des productions végétales, animales et de la pisciculture, les résidus communément appelés déchets échouent dans l'unité de compostage afin d'être transformés en matière première. Ça consiste à faire couche par couche, que ce soit les fientes solides, les fientes liquides également aussi, les plantes végétales également aussi, jusqu'à avoir 1,50 m de hauteur également aussi. Mais sachez qu'à chaque couche, il faut l'arroser abondamment également, puisque pour que ces éléments se décomposent, il faut avoir réellement un taux d'humidité plus jusqu'à 80% également aussi à ce niveau. Vous faites le reteniment 3 ou 4 fois, au bout déjà de 3 mois, 4 mois, le compost est mûr et c'est ça qui est utilisé pour fertiliser le jardin. Le sol est alors nourri, restauré avec de la matière organique pour obtenir une production végétale. Cette production végétale qui part de la fertilisation du sol, qui donne de bons produits, c'est à nourrir les animaux. Et nous produisons les animaux avec une production végétale saine. Et on a aussi des viandes, des œufs sains. Je prends l'exemple de la laitue ou de la carotte qui est produite au jardin. Une fois transformée, les résidus, une partie va pour le compostage, une partie va pour la production de bioénergie et une partie va également pour nourrir les animaux, toujours les résidus. Et tout cela, ça revient encore être restitué au sol. Et le cycle continue. La production secondaire fait son entrée avec l'agro-industrie développée à Songhai. Cette unité de transformation de produits agricoles opère avec des procédés simples et naturels. Les noix de palme sont transformées en moins d'1 heure en huile alimentaire, même cas de figure pour l'alimentation animale ou encore la fabrication de savon. Ça, c'est la production de savon liquide. Ceux-ci sont en partie réalisés grâce au département mécanique fabrication, qui conçoit et réalise toutes sortes de machines adaptées aux besoins et selon les filières. Ces appareils sont aussi commercialisés dans les centres et boutiques avec le label Songhai, tout comme les produits alimentaires. Ce modèle, Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain, fondateur des centres Songhai et pionnier de l'agroécologie, l'imagine en un projet régional. L'agriculture, c'est la base de décollage et socio-économique et inclusif. Regardez nos villages. Si on fait cette agriculture intégrée, on produit moins cher, plus efficacement. On développe l'industrie dans les zones rurales, on développe les services, c'est tout. Donc, les gens n'ont plus de raison d'émigrer, même les grandes villes comme Abidjan, comme à Cotonou, comme à Lagos. Donc chaque ville, chaque village, chaque zone devient socio-économiquement viable. Inciter et former les jeunes capables de mener l'agriculture à la base du développement économique viable et durable, voilà un des objectifs de Songhai. Centre Songhai au Bénin, retrouvez ce reportage sur les www.rti.ci et sur tous nos réseaux sociaux. Hier, au plateau, il s'est tenu le lancement de la 2e édition de African Women of the Future Fellowship. C'est un programme de mentorat et de leadership pour la jeune femme, à l'issue duquel 24 jeunes femmes seront sélectionnées et formées selon la pertinence de leur projet et l'impact qui en résultera sur les conditions de vie des femmes africaines. L'objectif reste la promotion de l'entrepreneuriat et le leadership féminin. On en sait plus avec Astou Touré. Mois de mars, mois de la femme, dit-on. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain, c'est l'association CEFIS qui ouvre le bal de cette commémoration avec le lancement de la 2e édition d'African Women of the Future Fellowship, AWF. Cette plateforme est un programme de mentorat et de leadership pour la jeune femme.
Ça commence quand elles sont au collège, ça commence quand elles sont au lycée. Et c'est avec ces jeunes femmes que nous travaillons. Bien sûr, nous travaillons aussi avec celles qui n'ont pas accès à l'éducation, mais qui sont à un âge de développement où c'est maintenant qu'elles se forment un caractère et elles se forgent une identité. Et dans cette construction personnelle, il faut qu'elles arrivent à intégrer leurs ambitions, leur avenir, leurs valeurs et qu'est-ce qu'elles représentent ou elles souhaiteraient représenter sur l'échiquier national ou dans leur communauté. Cette jeune dame fait partie des lauréates de la première édition. Personnellement, ça m'a permis de profiler ce leadership-là, d'avoir beaucoup de notions sur la question du genre. Ça m'a permis aussi d'avoir un réseau de jeunes femmes dynamiques. Et en tant que femme, elles se positionnent comme des leaders qui veulent apporter. Toujours autour de la thématique du leadership féminin, un panel a été organisé dans l'optique d'un partage d'expériences. C'est véritablement à nous de leur expliquer ce qui se cache derrière le concept de l'égalité des genres, qui est plus dans le sens d'avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les hommes, de sorte à pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir nous développer. Nous sommes conscients que les femmes sont les épines dorsales des économies africaines et que malheureusement, elles ont jusqu'à maintenant été quand même marginalisées en termes d'accès à toutes les ressources productives. Je suis vraiment impressionnée par tous les progrès et tous les résultats que ces filles ont déjà obtenus. La femme a vraiment un rôle important à jouer. Elle doit prendre conscience de l'impact qu'elle doit avoir dans la société et qu'on doit tous y mettre, hommes comme femmes. Ça m'a apporté d'être sûre de moi et puis d'être dévouée et puis ça boostait en moi la joie d'être comme elle. Pour cette deuxième édition, 24 lauréates bénéficieront d'une formation intensive de 6 semaines animée par des experts nationaux et internationaux sur des questions de leadership, de genre, de développement en vue de former la prochaine génération de leaders. Reconnue par l'Union africaine parmi les 50 meilleures initiatives en matière d'éducation en Afrique, à ce jour, l'association a formé plus de 5000 jeunes filles en Côte d'Ivoire à travers des conférences et ateliers de formation. Elle est représentée au Sénégal, au Burkina Faso, au Ghana, au Togo et en République démocratique du Congo. Vous avez droit à un sujet glamour dans ce journal. Assalé Sarah est élue Miss District 2019 avec une moyenne de 14,50. Elles étaient au nombre de 28 candidates donc à se succéder sur le podium du Sofitel Hôtel Ivoire hier vendredi 1er mars. Le compte-rendu de Christiane Kogbi dans nos prochaines éditions. On prend maintenant la direction de Sassandra. Les populations de la région de Boclé reconnaissantes au chef de l'État pour toutes ses actions de développement dans la région. Le collectif des chefs de village a entrepris une visite des différents chantiers du débarcadère et du marché en finition. Les chefs se disent heureux de constater que toutes les promesses d'investissement du président de la République dans leur région sont en train d'être tenues. On suit la correspondance de Sam Kono. Le collectif des chefs de village de la région du Boclé sur les chantiers de construction du débarcadère du Sassandra. Un débarcadère dont la première pierre a été posée fin 2017 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et qui va moderniser la pêche dans la région. Après la visite du site du débarcadère dont les travaux de construction vont démarrer dans ce mois de mars, le collectif des chefs de village, loin d'être des simples touristes, s'est rendu sur le site du marché de Sassandra. Ici, les chefs ont pu constater la fin des travaux. En attendant l'ouverture de ce marché, les chefs ont tenu à renouveler leur indéfectible attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de la région. Nous sommes venus pour contrôler et pour voir et pour dire que c'est la vraie réalité. Et pour montrer à Côte d'Ivoire que Sassandra a eu vraiment un marché splendide que le président Alassane Ouattara a construit pour eux. Et grâce à lui que ce marché est là. Voici le marché qui est là. C'est une grande fête pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos femmes et pour nous les chefs. Parce que nous sommes là pour la région. Nous allons inviter le chef de l'État pour qu'il vienne ici à Sassandra pour que nous puissions, ensemble les loups, puissions fêter la fête du Coran. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu le Coran. Plus de 900 commerçants pourront s'installer d'ici peu dans ce marché. Quant au débarcadère, il va accueillir 300 acteurs de la filière pêche. Coût total de ces investissements, 20 milliards de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h sur la chaîne Kérassa.